Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venus et bienvenue à notre consultation publique pour l'examen des contrôles de routiers qui sont aussi appelés comme par le fichage. Je m'appelle Kika Oko. Je vais animer la soirée ce soir. Je vois des gens que je connais puisque je suis de Peel. Ça fait du bien d'être de retour à la maison. Je vais être assez brève avant de demander au juge Tulloch de venir au podium. Tout d'abord, laissez-moi reconnaître qu'il y a des aînés dans la salle. Merci d'être venus. Merci à tout le monde, mais je voudrais rendre hommage plus spécialement aux aînés. Comme la plupart d'entre vous, ceci consiste en une série de consultations dans toute la collectivité et c'est notre séance à Peel. Dans quelques semaines, nous serons dans d'autres endroits et nous allons continuer de voyager dans toute la province jusqu'à la fin du mois d'avril. Au niveau de l'intendance, nous apprécierions beaucoup si vous étiez enregistré, que vous ayez donné votre nom et votre adresse courriel avec notre personnel et Roxana à l'entrée. C'est pour nous assurer de pouvoir communiquer avec vous une fois que le rapport est publié et que nous puissions vous l'envoyer. Aussi, et Daniel verra cela avec vous tout à l'heure, ce soir, c'est vraiment pour vous entendre parler, pour entendre ce que vous avez à dire, ce que vous pensez par rapport au règlement sur les contrôles de routine. Donc, nous espérons que vous allez vraiment vous impliquer dans le processus, mais si vous souhaitez dire quelque chose en plus et que vous vous dites « Oh mon Dieu, j'aurais dû dire cela ce soir, j'ai pensé à autre chose » ou « Je pense à des personnes qui auraient leur mot à dire », donc, on va partager avec vous nos plateformes des médias sociaux et notre plateforme en ligne qui vous permettra d'ajouter vos commentaires en utilisant un autre format. Donc, je pense que c'est un point essentiel. Donc, sans plus attendre, je vais inviter le juge Tulloch pour vous accueillir. Je veux te remercier, Kika, pour tes commentaires de présentation. Je vois aussi ici le maire de Brompton, le maire Jeffrey qui est ici. Nous voulons reconnaître que vous êtes ici présent. Et je voudrais remercier tous ceux d'entre vous qui sont venus ce soir. Vous avez entendu par Kika que nous sommes ici pour avoir une conversation. Nous sommes vraiment ici pour parler de la question des contrôles de routine, ou plutôt le règlement qui s'appelle Règlement 5816 que le gouvernement de l'Ontario a fait entrer en vigueur en 2016. Donc avant de commencer mes commentaires, je voudrais reconnaître que aujourd'hui, nous sommes situés sur le territoire des Premières Nations qui étaient tout d'abord les gardiens de ce territoire. Je dois rendre hommage que ce territoire sur lequel nous sommes rassemblés est le territoire traditionnel des Anishinabek, des Haudenosaunee, des Huron-Wendat et les Iroquois, les Ojibwe, et c'est aussi le foyer du peuple Métis. Ce territoire est aussi soumis par les traités du Canada. Je reconnais aussi les apports des Métis et des Inuits et des autres peuples indigènes. Et nous faisons Nous pensons que c'est important de rendre hommage, car ce territoire est habité depuis des milliers d'années par d'autres. Et en leur rendant hommage, ils ont façonné, ils ont renforcé notre collectivité en particulier. Et ils étaient les gardiens de la province et du pays dans tout son ensemble. Donc je suis vraiment reconnaissant de pouvoir travailler sur ce territoire.
Pour vous donner un petit historique, le 7 juin 2017, le gouvernement de l'Ontario m'a nommé pour diriger un examen complet et exhaustif du règlement de l'Ontario 5816 qui définit les nouvelles règles par rapport au contrôle de routine par la police, qui était une pratique à laquelle on fait référence parfois en tant que fichage. Je vais revoir et examiner le contenu du règlement et évaluer si les officiers de police, si les chefs de police et que les commissions de police le suivent. Et je vais m'assurer aussi si le règlement respecte l'objectif principal qui est de s'assurer des interactions entre la police et la public et que ce soit fait de façon cohérente, sans préjugés, que cela protège les droits de la personne et encourage la confiance du public. J'ai depuis rassemblé une équipe d'experts juridiques, des conseillers afin de m'assister. Et nous avons participé de façon collective à un certain nombre de consultations dans toute la province. Aujourd'hui, cette consultation est la 5e de 12 consultations que nous allons tenir dans tout l'Ontario. Donc, mon intention est de puiser dans ce que j'aurais appris lors de ces consultations pour écrire un rapport sur ce règlement. Ce rapport sera remis au gouvernement le 30 novembre 2018 et sera aussi rendu public peu avant le 1er janvier 2019. Pour éclairer vos discussions, un contrôle de routine est quand un agent de police demande des papiers d'identification dans certaines circonstances. Le règlement s'applique si un officier vous demande de vous identifier lorsqu'ils sont en train d'explorer des activités suspectes ou qu'ils enquêtent sur des activités criminelles dans la collectivité. En revanche, les nouvelles règles ne s'appliquent pas si l'agent parle à un conducteur lors d'un contrôle de circulation, lorsqu'il arrête quelqu'un ou lorsqu'il fait une enquête sur un acte criminel en particulier. Le règlement définit ce qu'un agent doit faire lorsqu'il demande vos documents d'identité. Le règlement aussi fournit des informations par rapport à la conservation des informations qui proviennent de ces contrôles routiers, des formations obligatoires pour les agents de police par rapport au nouveau règlement, ainsi que les obligations de rendre compte au public. En gardant ceci à l'esprit, je me réjouis de cette soirée. Je veux insister encore et de vous dire que cet examen est entièrement indépendant. Comme je vous l'ai dit, je suis un juge de la Cour d'appel, donc je ne fais pas partie d'aucune commission de police. Je ne représente pas la police non plus. Et nous ne sommes pas des agents du gouvernement. Cela veut dire que nous sommes entièrement indépendants. Donc je veux vraiment entendre vos points de vue, vos expériences. Et nous apprécions vraiment et nous comprenons que certaines de ces expériences sont vraiment difficiles, mais c'est vraiment important pour nous d'une façon critique d'entendre vos points de vue afin de pouvoir déterminer de façon indépendante la situation qui a donné motif à ce règlement. Donc, vous rencontrer ce soir, comme je vous l'ai dit, c'est une partie essentielle de ce processus. Et encore une fois, je voudrais tous vous remercier d'être venus ce soir pour nous rencontrer. Et vous pouvez rester assurés que, à la fin de ce processus, vos points de vue seront entendus et seront reflétés dans le rapport final qui sera écrit par rapport à cette question. Donc, encore une fois, je suis impatient de voir votre participation alors que nous allons de l'avant. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus. Si vous désirez un service d'interprétation vers le français, munissez-vous d'écouteurs. Vous les trouverez à l'arrière de la salle, près de la cabine où travaille notre interprète violin. So I just said if you Si vous voulez pas écouter en français, il y a un interprète à l'arrière et vous pouvez vous fournir d'écouteurs pour écouter.
la consultation en français. Donc, merci encore d'être venu. Bienvenue. Mon nom est Daniel Dowdy et je vais parler un petit peu au niveau de la logistique pour ce soir et je vais le faire très brièvement en gardant l'heure sur la montre. Donc, nous avons voyagé de part et d'autre de la province. Nous avons encore quelques consultations à faire. Ce soir, c'est la consultation pour la région de Peel. Donc, merci encore d'être venu. Ce que nous faisons lors de ces séances, c'est de vous écouter, vous, le public. On veut avoir votre point de vue par rapport à ce règlement. Nous voudrions savoir si cette loi a eu un impact et si vraiment elle a pu adresser les questions qu'elle devait adresser, comme la collecte des données et d'autres choses qui sont revues par cette loi. Donc, juste une petite réserve. Alors qu'il est vraiment important pour nous d'écouter vos histoires ainsi que vos expériences, nous ne pouvons et nous ne sommes pas ici pour résoudre des cas individuels. Donc, si vous avez un problème, que vous avez une mauvaise interaction et que vous voudriez que nous le résolvions pour vous, ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici pour écouter vos histoires et afin qu'elles informent une partie de notre rapport et afin de pouvoir donner certaines recommandations. Mais nous ne sommes pas ici pour résoudre des cas particuliers. Donc la façon dont ce soir va fonctionner, c'est une rapide introduction. Nous allons vite rentrer dans les discussions de table ronde. Et vous allez voir qu'il y a des blocs de papier, des crayons, ainsi qu'un guide de participation. Et ceci, c'est surtout pour vous aider à diriger, à guider un petit peu vos conversations. Si vous êtes seul à table ou seulement quelques personnes à table, si vous pouviez rejoindre une autre table, c'est vraiment un exercice de groupe. Donc, il nous faut avoir un cadre de groupe. Donc, il vous faudra aller à d'autres tables ou trouver quelqu'un d'autre avec qui travailler. Donc, on va vous donner à peu près 45 minutes pour avoir votre conversation et nous allons ensuite vous demander de faire votre rapport par rapport à ce que vous avez discuté à votre table. Donc, tout ce que vous avez à dire, nous voudrions l'entendre. Le juge Tulloch prendra des notes ainsi que certains membres de notre équipe par rapport à vos commentaires et à vos rétroactions. Que vous sachiez, nous sommes aussi sur les médias sociaux, c'est-à-dire que nous faisons une retransmission en direct et puis des gazouillis live. Donc, si vous voyez quelqu'un comme Peter Reha qui a un appareil de photo ou quelqu'un qui a un badge blanc, ces photos sont pour nos médias sociaux ainsi que pour les rapports. Nous faisons aussi une retransmission en direct, et la caméra est à l'arrière de la salle. Et ceci, c'est pour notre Facebook Live, la retransmission en direct. Et si vous voyez la caméra et que vous ne voulez pas être pris ni par la caméra ou par les appareils de photo, vous le dites. Vous pouvez aller aussi au dièse pour le hashtag de l'Instagram. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter. Demain, on fera peut-être aussi LinkedIn où on fera un récapitulatif. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus de participer à la conversation. Et après ceci, je vous souhaite une très bonne conversation, une excellente soirée. Merci encore d'être venu. C'est fantastique, merci. Donc, pour ce qui nous reste de la soirée, nous voulons entendre les conversations que vous avez eues et les rétroactions par rapport aux questions que nous vous avons fournies. Nous allons passer de table en table. Dave, mon confrère qui a le micro, va aller aux différentes tables et j'espère que vous avez bien sélectionné quelqu'un, une ou deux personnes qui soit le porte-parole de votre table. Comme vous le savez, il va nous falloir gérer le temps. Je vais juste attendre un petit peu jusqu'à ce que vous soyez prêts. Excusez-moi, messieurs, si ça ne vous ennuie pas. Afin de respecter le temps alloué, nous allons gérer le temps de chaque table. Donc, ça sera moins de 5 minutes, entre 3 et 5 minutes par table. Et nous voulons seulement vous rappeler encore une fois juste quelques points. C'est un examen indépendant, donc le juge Tulloch ne représente aucunement
un parti politique, il ne représente pas non plus la police, il est complètement indépendant quant à son rôle. Si vous ne nous dites pas, on ne peut l'écrire. Donc ce processus, c'est vraiment pour entendre ce que les personnes dans la communauté ont à dire afin que le juge Tulloch soit bien informé pour faire son rapport. Et nous ne pouvons résoudre les histoires individuelles. Donc c'est vraiment essentiel. Donc nous sommes vraiment ravis que les personnes partagent avec nous l'histoire pour nous donner un contexte. Mais il est important que vous compreniez qu'on ne peut résoudre quoi que ce soit ce soir. Aussi, par rapport aux questions que vous puissiez avoir, le mieux que l'on puisse faire, c'est de les noter. Et encore une fois, nous ne pouvons pas y répondre puisque nous ne représentons ni la police ni le gouvernement. Donc, si vous posez une question, pensez bien que vous souhaitez plutôt mentionner un point plutôt que de vous attendre à une réponse. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous montrer du respect alors que je gère le temps en même temps. S'il y a une table qui veut commencer, d'accord, merci. Okay. Yes, thank you. OK, Mark Brown, je suis de la coalition des Black Trade Unionistes. Nous avions un certain nombre de sujets, mais par manque de temps, je ne vais pas les revoir tous, mais il y a quelques points qui ressortaient vraiment. Donc nous avons lu les questions et nous sommes allés jusqu'au numéro 4 qui parlait, vous savez, est-ce que vous êtes au courant du règlement? Et ensuite nous sommes allés au numéro 5. Mais ce qui ressortait surtout, c'est que chacune de ces questions présume que nous encourageons le règlement. Donc je veux vraiment être très clair, c'est que cette pratique des contrôles de routine doit s'arrêter. Peu importe le règlement, comment il est réglementé, quels que soient les mots, quelles que soient les règles. Le racisme est vraiment important dans la société canadienne. Et vous ne pouvez pas vous attendre qu'un agent de police remplisse ses fonctions sans être influencé dans une certaine mesure par ses préjugés. Donc c'est vraiment une question importante pour nous. L'autre problème qui revient, c'est au niveau de l'historique de la collection des données. Nous sommes une communauté de la force de travail et nous devons faire des vérifications de sécurité pour avoir notre travail et garder le travail. Et quand ces histoires de fichage ressortent tout d'un coup, nous ne réussissons pas à cette vérification de sécurité. Et quand vous dites que le fichage affecte de façon disproportionnée les personnes de couleur, c'est un gros problème. Mais pour revenir à cette question du racisme dans l'équation, nous parlons de personnes racialisées parce qu'on est dans le Grand Toronto. Mais à partir du moment où on va dans une autre province ou plus dans le Nord, nous, personnes racialisées, sommes remplacées par les peuples autochtones qui pleurent pour les mêmes raisons. Donc la pratique doit vraiment, on doit mettre un terme à cette pratique. On ne veut surtout pas que vous ne vous mépreniez que parce que nous répondons à ces questions, nous soutenons ce règlement. Pas du tout. Une autre table? Merci. Bonsoir, mon nom est Colby City. Je suis l'assistant pour le membre du Parlement de Ruby Soda qui était pour cette circonscription et avec ma confrère Karine et d'autres personnes de la collectivité ici. Nous avons répondu aux questions de façon générale. Nous avons fait du remue-ménage. Je vais commencer avec la question numéro 1 qui est en gros si on a entendu parler du fichage. Mais où est-ce qu'elle est passée l'information? Est-ce que ces banques de données sont accessibles, par exemple? Point suivant, numéro 2, de rassembler les informations. Nous pensons que de connaître les constituants dans la région où se sont fait les patrouilles de police, c'était aux nouvelles
assez souvent, surtout sur Toronto. Numéro 4, est-ce que vous pensez que les membres du public connaissent assez au niveau du règlement? Le public devrait être plus au courant de leurs droits lorsqu'ils sont arrêtés par la police, surtout lors de ces scénarios de contrôle de routine, d'avoir des consultations par rapport à leurs droits et de comprendre le règlement. Ce sont des consultations utiles, de fournir des informations dans différentes langues. Ce serait vraiment utile, surtout dans cette circonscription, de mettre l'onus sur la police pour prouver tout ce qui est mentionné au début. Cela nous aiderait à retirer, amoindrir ce stigma négatif que nombreux d'entre nous ont eu à cause des interactions que nous avons déjà eues. Numéro 5, est-ce que vous pensez que le fichage ou les contrôles de routine sont bénéfiques pour la sécurité publique? Oui, dans une certaine mesure, mais on pourrait utiliser des tactiques un petit peu meilleures dans un but de sécurité. Quand la police s'arrête avec des personnes dans la collectivité, il devrait y avoir des patrouilles de présence qui soient positives, comme le jeune homme ici a mentionné. C'est que la police, les agents devraient vous connaître bien, autant que d'autres personnes. Avant, il y avait des policiers qui faisaient des patrouilles dans un ou deux quartiers. Maintenant, ce sont différentes voitures. Ils sont très mobiles, donc ils ne connaissent plus la région dans laquelle ils patrouillent. Numéro 9, on a continué à parler de façon plus générale au niveau du reçu. Nous pensons qu'il n'est pas cohérent dans toute la province et on devrait avoir un format et que les forces de la police utilisent tous le même format de reçu. Numéro 10, si on pense que c'est un moyen efficace de s'assurer que les agents suivent le règlement. Oui, bien sûr, les reçus et les données récupérées devraient être consistantes avec le règlement. C'est un petit peu ce qu'on a fait. On a continué à parler. Dave, vous prenez le micro, merci. Bonsoir, mon nom est Michael des Boys and Girls de Peel. Nous avons eu une variété d'opinions. Notre préoccupation principale est le manque d'informations qui a été fourni au public. Avec le Boys and Girls, on a des personnes de démographiques différents, de groupes démographiques différents. On a vraiment une très bonne relation avec les équipes mobilisées. Donc, par exemple, ce soir, où sont les agents? Ils devraient être ici, ils devraient s'impliquer et écouter ce qui se passe. Comme il a été mentionné, où vont ces données récupérées? Nombre de nos jeunes et des adultes sont intimidés, ils ont peur de donner les informations aux agents. Donc il doit être vraiment clair de ce sur quoi un agent peut demander, ce que la personne peut dire, et qu'il ne puisse pas y avoir d'interprétation au niveau du contrôle de routine. Quand les agents sont dans les collectivités, dans les écoles, peu importe, il y a moins de limites. Il y a moins de limites à dépasser aussi. Donc, dans la région où nous sommes, avec tellement de nouveaux immigrants dans le Canada, il y a toujours la peur initiale. Donc, on a besoin que les agents soient ici afin d'aider ces personnes à comprendre ce qu'est Brampton, ce qu'ils font au Canada. Et encore une fois, on en revient à la communication. Le plus ils peuvent s'impliquer, le plus ils peuvent parler avec nous, le mieux ce sera. C'est à peu près tout. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Mon nom est Latanya Grant. Certains d'entre vous me connaissent, d'autres non. Question numéro 1. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des contrôles de routine, fichage? Je pense que cette question devrait être, est-ce que vous connaissez Jermaine Carby? Il est mort à cause de cette pratique du fichage. Si vous ne me croyez pas, il y a des papiers qui en parlent. La police a tué Jermaine Carby. Ça a commencé avec le fichage, ont témoigné les agents. Donc Jermaine a été fiché à 5 minutes de sa maison et a perdu la vie parce qu'il allait chercher des Burger King. D'accord? Numéro 2.
Qu'est-ce que cela veut dire, ces contrôles de routine ou fichage par rapport au paragraphe 9 de la Charte des droits de la personne? C'est de la détention arbitraire. C'est pour cela qu'ils ont fait ce nouveau règlement, parce qu'ils ont réalisé qu'ils violaient la Charte de la personne en détenant quelqu'un arbitrairement. Donc, la charte va toujours prendre un précédent. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette pratique est toujours en cours alors que c'est une détention arbitraire. Vous ne leur donnez pas de droit à un avocat, etc. Donc, cette pratique ne devrait pas se faire. Numéro 4, nous ne pensons pas que les gens en connaissent assez. Je pense que les informations devraient être dans les abribus, que quand on attend pour le bus, on devrait savoir, les professeurs de lycée devraient être informés, devrait être dans les centres communautaires, mais l'information est cachée et vous attendez à ce qu'on la connaisse. Donc, ça n'est pas logique. Si on pense que cela a un bénéfice pour la collectivité, non, pas du tout. Ça crée des problèmes de santé mentale pour nos jeunes noirs, parce que si vous êtes harcelé constamment, si vous êtes racialisé, bien sûr, à un moment ou à un autre, cela va atteindre votre état mental, même si vous vous sentez détenu de façon psychologique et toutes ces règles maintenant qui ne sont pas logiques. Et au fait, vous n'êtes pas obligé de leur remettre leurs informations. S'il y a un jeune homme noir ou qui n'est pas caucasien, est-ce que quelqu'un aura le courage et osera utiliser leur droit dans une allée ou dans la nuit? Non, ils n'auront pas le courage. Il vous faudra leur parler tout d'abord. Cela dit également qu'ils peuvent le faire seulement lorsqu'ils sont en train de faire un genre d'enquête. Mais l'agent Seneca n'avait aucune raison d'enquête en demandant à Jermaine Carby ses papiers d'identité. Mon cousin était un passager de la voiture. Vous êtes d'accord? Donc, le conducteur est arrêté. Ils ont demandé le permis de conduire, l'assurance, la plaque d'immatriculation du conducteur et tout était bon. Ils lui ont même fait souffler dans un éthylomètre. Donc, dans ces cas-là, tout était bon. Il n'avait pas le droit de parler aux passagers. S'il n'avait pas parlé aux passagers ce jour, mon cousin serait toujours en vie. Donc, à chaque fois que je suis à un dîner de Noël ou que je suis à un repas de famille, je ne vois pas mon cousin à cause de cet idiot qui permet. Et je dis votre chef, oui, je dis c'est une idiote. Si on permet que les gens soient détenus arbitrairement au point où ils perdent leur vie, de toute évidence, vous n'y comprenez rien à rien. Le seul moment où ils devraient pouvoir vous arrêter, c'est s'ils vivaient dans la collectivité. S'ils ne sont pas investis dans la collectivité, qu'est-ce que ça leur fout de parler à quelqu'un dans la collectivité? Vous venez pour nous harceler et puis ensuite vous repartez à Barrie, comme ça on n'a pas à vous voir à l'épicerie, où là vous vous sentez responsable pour vos actions, pour ce que vous avez fait le jour précédent. Je suis certaine que si vous habitiez la porte à côté, vous feriez attention aux gens en disant qu'ils ont peur pour leur vie. Excusez-moi, mais si quelqu'un a un revolver et que cette personne a peur pour votre vie, cette profession n'est pas pour vous. Dans ces cas-là, vous êtes un trouillard. Et je suis vraiment tellement fâchée au niveau de ce fichage parce que dans ces réunions, c'est toujours la même chose. Et tout le monde ne sait pas que Jermaine Carby était un passager. Ce qu'ils disent, c'était que c'était un criminel connu qui a été tué. Ils ont fait ressortir son passé pour justifier le fait qu'il ait été tué. Cette pratique devrait être arrêtée. Il ne devrait pas avoir un règlement. La plupart des choses se contredisent et je suis plus que fâchée alors que j'ai perdu mon cousin à 5 minutes de sa maison qui allait chercher un Burger King alors qu'un officier de police qui est arrivé pendant 4 minutes sur les lieux et qui n'avait aucune idée de ce qui s'était passé, cet officier a tiré sur mon cousin 3 fois. Est-ce qu'on a fait quelque chose? Non, pas du tout. Ils ont essayé de se couvrir. Ils ont planté un couteau qui n'était pas à l'origine sur la scène. Si vraiment il arrivait avec un couteau alors qu'il faisait rien et qu'il était seulement assis sur le siège du passager, ce couteau, soi-disant, n'était pas sur les lieux du crime. Vous ne voyez pas ce qui se passe? La police ment, la police nous harcèle et ils prennent avantage sur nous parce qu'ils sont en position d'autorité. Et en continuant cette pratique stupide, je ne sais pas ce que ma table a à dire, mais je suis sûre que j'en ai dit assez. Merci. Table suivante. Merci. Just a little appending to what my sister just
Juste un petit peu pour rebondir sur ce que vient de dire ma sœur. Est-ce que vous pouvez faire un rapport par rapport à ce que... Je suis seulement en train de mettre les choses en contexte. On se comprend, d'accord. On se comprend, monsieur. Donc, l'officier qui faisait ce contrôle de police, c'était pour avoir un rapport d'interaction pour mettre les informations dans une banque de données de la police. Qu'est-ce que c'est? C'est ça le problème, parce que quelqu'un a éludé la question tout à l'heure. Cela a créé un problème pour des innocents, c'est cibler les gens. Ça n'est pas utile. Ce que je pense que nous devrions avoir, je ne le vois nulle part, c'est la responsabilité. Si je dépasse la vitesse autorisée, donc l'agent va me donner une contravention et va me dire quel est le coût et quelle est l'infraction. La même chose devrait arriver aux agents de police lorsqu'ils violent nos droits. Ils doivent avoir une contravention qui soit fonction et qui reflète le niveau de la violation qu'ils ont fait. Ceci est absent. Donc, nous vivons dans les mêmes conditions que ces personnes dont nous avons parlé. Nous sommes des otages. Nous faisons des choses à des personnes et ils ont l'immunité. C'est ce qui se passe avec ces personnes que l'on condamne. Vous regardez les nouvelles et on dit ça. Et ça arrive au Canada. Le Canada n'est pas différent. Quelquefois, on pense qu'on a échoué, mais on doit parler aux gens. Le juge m'a dit que je n'ai pas le droit de distribuer tout ça. Mais si vous venez à l'extérieur, vous pouvez en obtenir un. Merci. Merci, monsieur. Une table qui n'a pas encore parlé. Merci. L'interprète ne peut entendre. L'interprète ne peut entendre. Il y a beaucoup de monde. Mon nom est Ever Stephenson. Je ne suis avec aucune organisation. Je suis juste une personne, un particulier tout à fait normal. Je regarde tout ça et je pourrais parler de plus, mais j'ai une histoire à raconter. Un jour, j'allais à la gym. J'ai fait un bon workout d'ailleurs et je retournais à la maison et j'avais 2 agents de police qui m'ont arrêté, qui ont posé des questions, qui ont dit que je ressemblais à quelqu'un ils ne m'ont pas dit pourquoi. J'ai juste répondu aux questions. Je ne voulais pas créer un conflit. Je n'ai pas reconnu les agents. Je leur ai donné ce qu'ils souhaitaient. Ils ont continué à poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 24 heures dont ils voulaient parler où le crime, cet acte criminel avait eu lieu. Et j'étais en train de penser en moi-même, pourquoi est-ce que vous me posez encore des questions si ce n'est même pas pertinent par rapport à ce sur quoi vous enquêtez ou quoi que ce soit? Et pourquoi est-ce que moi je suis encore assis alors que je suis à 5 minutes de chez moi et que je réponds à vos questions alors qu'elles ne servent à rien pour votre enquête? Ça ne me paraît pas logique. Et je pensais, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de cet agent de police? Et pourquoi il continue de me poser ces questions? Il ne connaît rien sur moi, je ne connais rien sur lui, mais encore, il pousse, il essaye de trouver quelque chose ou une connexion, une excuse pour me mettre dans la voiture. Maintenant, je ne sais pas comment faire son travail et ne sais pas comment je vis. C'est aussi simple que cela. Mais même à ma table, mon père a été arrêté par des officiers. Ces hommes aussi ont été arrêtés par des officiers de police. Peut-être que c'était différent à cause de leur apparence, peut-être pas.
Mais pourquoi, alors que je suis arrêté par un agent de police, je suis terrorisé? Je n'ai jamais vu ce type. Je ne l'ai jamais vu dans le coin. Je ne l'ai jamais vu dans ma ville. C'est juste un type qui vit à Timbuktu ou quelque part et je ne sais rien à son sujet. De façon personnelle, je voudrais, parce que je ne connais pas Brenton ou de la ville, une personne avec qui ils peuvent avoir une connexion ou quoi que ce soit, en disant tiens, je vois quelqu'un qui marche, tiens, j'aimerais savoir que c'est quelqu'un que je connais quelques trucs, que je le vois marcher ou que je me sente en sécurité, que je dis oh salut, oui voilà ce que je faisais, et pas que je me retrouve complètement gelé. Je veux pouvoir connecter. Je ne veux pas être interrogé, je veux pouvoir parler à une personne. Cet agent de police ne devrait pas me regarder comme un criminel. Je devrais pouvoir dire hey, salut, nous parlons de personne à personne. Je ne devrais pas avoir peur. Je devrais pouvoir parler normalement. Même cette femme disait qu'elle avait un ex qui était un officier de police et quand il commençait, c'était bon. Quelques mois après, ce qu'on lui a appris sur place, il commençait à se comporter de façon différente. Qu'est-ce qu'ils enseignent aux agents de police qui soient tellement différents qu'ils n'arrivent pas à connecter avec leur propre peuple et d'où ils viennent, ou qu'ils ne puissent pas dire voilà, c'est mon frère, c'est ma sœur. Pourquoi est-ce que c'est si différent depuis ce que tu as appris? Et pourquoi vous ne pouvez pas dire que vous êtes juste comme moi? Tu n'es pas si différent, je peux rien dire sur toi. Pourquoi est-ce que je dois commencer à te parler et me dire je voudrais parler à cette personne et suivre les règles? Si vous voulez être un agent de police, vous devriez savoir que il ne faut pas toujours être menaçant et intimidant. Vous devriez être menaçant seulement lorsqu'il y a une menace. Moi, je me disais, OK, tu ne fais pas partie de ma famille, tu es personne, mais tu es quand même un individu. Donc, on devrait s'asseoir et apprendre à se connaître. Dans mon école, on a des officiers de police. J'ai pas peur d'eux. Ils me connaissent, ils savent que je vais à l'école. J'en ai même un qui est venu en classe qui m'a dit « Oh, salut !» Et ça a fait peur aux autres gamins, mais pour moi, c'était normal parce que je le connais. Les autres qui le connaissaient, ils avaient peur, non? Pourquoi est-ce qu'un officier de police ne peut pas s'arrêter et dire « Hi », dire « Salut », pourquoi ils doivent toujours être dans leur voiture, dans les allées sombres pour nous attendre? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas devenir une partie intégrante de la communauté et cela permettrait de construire des choses? Je ne sais pas vous, mais s'ils ont la volonté, moi aussi j'ai la volonté. Et puis si on n'a pas la volonté de travailler ensemble, on n'arrivera jamais à rien. Est-ce que j'ai raison ou j'ai raison? Est-ce que vous voulez passer à cette table? Est-ce que cette table est déjà passée? C'est seulement parce que Dave est de ce côté de la pièce. Merci. Donc, divulgation, c'est mon fils. Une chose qui était intéressante par rapport à cet arrêt pour nous et pour lui, c'est qu'en fait, il a essayé d'appeler son père et moi-même et nous nous faisions du souci parce qu'il y avait de nombreux messages et je lui disais toujours entre en contact avec nous. Donc on a eu encore une conversation, on a toujours parlé de ça, mais on a encore eu une grande conversation en disant voilà, c'est ça que tu fais. Assure-toi de prendre ça, assure-toi de rester, etc. Une des choses qui était intéressante pour moi par rapport à ce point de connexion, c'est que ça a eu le résultat opposé avec les relations qu'il avait avec la police auparavant, parce qu'il avait vraiment des expériences très positives avec les agents, au point où on lui recommandait de joindre les forces de police. Mais lorsqu'il a été arrêté, qu'il a été fiché de façon aléatoire, cela a vraiment modifié sa perception. Et je comprends que c'est ce que cela a fait. Et en parlant à notre groupe, on a considéré la question de qu'est-ce que ces contrôles de routine veulent dire pour vous. Et pour nous, cela veut dire intimidation. Cela fait peur. Cela nous embrouille, aléatoire, qu'ils ont le besoin de se protéger eux-mêmes ou des individus comme les enfants ou les jeunesses. Je ne pense pas que ce devrait être l'objectif.
et que de créer ce genre de climat, c'est cela, mais ça serait plutôt la connexion. En finale, à notre table, on a parlé de communication continue, d'établir des relations et des connexions, et que vraiment le fichage ne devrait pas être le point focal, mais plutôt de développer la communauté et les relations serait important, de passer à autre chose. Alors que la communauté n'a vraiment pas été mise beaucoup au courant là-dessus, pas du tout. Mais je suis certaine que c'est plutôt une surprise. Je suis certaine que si vous marchez dans la rue et que vous demandez à n'importe qui, les personnes vont dire comment, pardon, quand, pourquoi. Ils n'en savent rien. Les personnes qui sont ici et qui parlent en ce moment même sont les personnes qui prennent les initiatives, etc. Mais pour les personnes qui sont affectées de façon quotidienne, cela ne marche pas. Mon groupe, j'espérais que vous partagiez, vous aviez vraiment de très très bons points. Vous avez à peu près une minute qui vous reste. Ahmed Gaïd de la Fédération du travail de l'Ontario. Ce que je voudrais déjà dire que on ne peut pas améliorer la pratique du fichage. Ce doit être soit éliminé, comme ma sœur vous l'a dit tout à l'heure. Il faut nous concentrer sur le développement des communautés, le développement des relations, d'avoir des agents de police qui agissent au sein de la communauté et que c'est une meilleure façon de concentrer leur attention plutôt que d'arrêter les particuliers de façon aléatoire dans les rues. Et une citation, c'est même la façon dont le questionnaire est formulé. C'est quand un agent devrait arrêter et parler aux personnes dans la communauté. Cela est sous les interpellations par la police. Cela ne veut pas dire qu'il parle. Il parle aux individus pour récupérer de l'information, pour savoir où ils vont, à qui ils parlent, d'où ils viennent. Même le numéro 7, quelles sont les obligations, quelles devraient être les obligations d'un agent quand il s'arrête pour parler à quelqu'un. Il n'interpelle pas pour parler aux personnes. Donc je pense que ce questionnaire doit être modifié pour vos prochaines réunions, parce qu'on dirait que le fichage, c'est quelque chose d'amical, que c'est un outil, une ressource qu'ils utilisent pour s'impliquer avec la communauté. Pas du tout, c'est pour contrôler la communauté. Nombre d'entre nous avons été les victimes du fichage et nous savons quelle est l'interaction. C'est intimidant, cela fait peur. La plupart des temps, vous ne savez même pas où va votre information. Par exemple, quand on veut aller voyager dans d'autres pays, à qui va être montrée cette information? Est-ce qu'on va me refuser aux frontières sans raison, seulement parce que certaines des informations ont été partagées avec d'autres agences et d'autres pays et que leurs agences et que nous sommes de cette façon même contrôlés? Donc, quand l'information est rassemblée, au niveau de l'historique, ce doit être effacé de façon permanente. Je peux continuer encore et encore. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait parler. Merci. David est juste là. Merci. Mon nom est Mipali. Je suis United Six. Je vous demande de taire. Mon nom est Mipali. Je suis avec United Six. Le point clé que j'ai remarqué ce soir, c'est au niveau de l'école. C'est que le mot a été mis de l'avance. Donc, quand il y a des cours de police à l'université au niveau du collège, est-ce que les préjugés raciaux sont discutés pendant leur formation et est-ce que cela leur permet de comprendre responsabilité, toute profession a des informations et des procédures et des résultats de procédures. S'il n'y a pas d'effet positif au niveau de ces contrôles de routine, pourquoi est-ce qu'on continue à les faire? La question doit être posée. Aussi, la recherche doit être faite de façon indépendante et la science parle d'elle-même.
de faire la police dans la collectivité. Si les officiers de police qui travaillent dans la collectivité connaissent un petit peu mieux la communauté parce qu'ils en font partie, donc c'est que ce soit un agent qui vit dans votre quartier, qui serve le quartier, et pas seulement pour les personnes. La mise en place de ces pratiques doivent être recherchées. On doit faire des débats pour voir s'il y a des effets positifs. S'il n'y a pas d'effets positifs, donc on ne doit pas continuer à le faire parce que la science, dans ces cas-là, montre qu'il n'y a pas d'effet bénéfique. Merci. Je ne vais pas répéter ce que tout le monde a dit. Julia Jack, de la région de Pian. Seulement pour résumer quelques-uns des thèmes dont nous avons parlé et qui ont été abordés. Les préjugés, c'est vraiment un point important. En finale, tous les systèmes du gouvernement qui existent ici dans ce pays, c'est pour garder les individus racialisés dans la pauvreté, en gros. Et cela doit être modifié. Mais avec ce système, plus précisément, l'impact peut se terminer par la mort. Donc, on ne peut se permettre de l'ignorer. Quelque chose doit être modifié. On doit voir comment on peut commencer à modifier le système. Ce n'est pas seulement l'individu, que ce soit une bonne personne ou pas. C'est comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on va commencer à modifier ce que représente ce système et qu'il doit y avoir une lentille anti-oppression. Et c'est avec cela qu'on doit aller de l'avant. C'est comment est-ce que les personnes considèrent les préjugés qu'ils ont et qui ont, en résultant des jugements, qui ont pour conséquence la raison pour laquelle ils arrêtent, ils interpellent les gens par rapport à nos jeunes noirs. La chose la plus difficile sur Terre en ce moment, c'est d'être un homme jeune et noir. Ils ont toujours l'impression qu'ils sont traités comme suspects. C'est comme de traiter un animal et en finale, ils finissent par devenir ce qu'on les accuse d'être. Et c'est ce qui se passe. On sape leur confiance, ça les change, ça les met dans une position où ils vont de l'avant dans la vie avec méfiance. Ils n'ont confiance en personne, ils n'ont pas confiance dans le système et à peine confiance en eux-mêmes. On ne peut pas continuer à avoir nos jeunes qui grandissent comme ça. Et quelque chose doit changer au niveau de la responsabilité. À chaque fois que quelqu'un est fiché, cela rentre dans le système. Et cela, bien sûr, les empêche de sécuriser un travail stable. Donc quelqu'un doit être responsable de cela. On ne peut pas laisser nos jeunes être mis dans une position où ils vont à l'école, ils essayent d'être éduqués et que pour aucune raison, ils sont dépeints comme des criminels. Et de cette façon, cela les empêche de grandir, de prospérer, d'avoir une famille. Et cela fait partie du racisme systématique qu'il y a et cela doit stopper. Merci, merci Dave. Bonsoir à tous. Mon nom est Brian Bodekou. Je représente UpliftedBeing.com. Vous pouvez le voir. Ce que je voulais vraiment demander à tout le monde ici, parce que je veux dire, la loi nous protège tous. Et ce que je voudrais demander, c'est comment est-ce qu'on utilise la loi afin de nous protéger. Personnellement, j'ai eu plusieurs interactions avec la police. On m'a interpellé, on m'a fouillé, on m'a fiché. Pour moi, c'est sans justification, c'est une violation de mes droits. Mais plus récemment, un incident est arrivé quand j'ai demandé à l'agent leur numéro de matricule et leur carte d'adresse. Ils ont donné leur numéro. Quand j'ai demandé d'avoir une carte d'affaires, ils ont commencé à flipper, ils ont commencé à paniquer. Donc, quand on en revient à la responsabilité, c'est que nous devons nous sentir en position de pouvoir avec la loi. On peut l'utiliser grâce à la loi et on peut se défendre. C'est tout ce que je veux dire. Merci, merci. Il y a une table qui n'est pas passée encore? Oh, la table à l'arrière et au milieu, merci. Ils sont prêts maintenant. Mon nom est Ray Stevens. Donc, en gros,
Nous avons eu juste une conversation globale, donc je vais passer un petit peu par les questions. La première question, si vous en avez entendu parler de ce fichage ou contrôle de routine. Nous avions tous entendu parler de cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez que cela signifie? Nous pensons que c'est de la discrimination, discriminatoire, et dans la plupart des interactions, et que la plupart d'elles ne sont pas nécessaires. Nous pensons que l'approche est vraiment importante, c'est-à-dire la façon dont se comporte l'agent lorsqu'il approche un particulier, et quelles sont les raisons pour avoir une telle interaction. Nous pensons que il y a des préjugés raciaux qui sont formés, certains sont justifiés, d'autres non. Nous avons parlé de la police dans le voisinage et nous avons l'impression que ce devrait être des policiers de la collectivité ou des gens que les policiers doivent travailler dans le même quartier où ils vivent, parce que la plupart du temps, ils connaissent à peine la collectivité. Donc, et, et dans ces cas-là, il y a de nombreux préjugés raciaux. Le troisième, c'est si vous êtes au courant du nouveau règlement autour de la table. Personne ne savait exactement ce que c'était à part Madame la maire. Mais nous ne savions pas exactement ce que c'était. Nous en avons entendu parler, mais nous ne savions pas vraiment ce que c'était. Cinquième point, si vous pensez que ces contrôles de routine ont un bénéfice, on se dit que oui, dans une certaine mesure, il y a des bénéfices. Mais encore une fois, c'est la façon dont c'est fait, avec les préjugés raciaux et tous ces trucs-là. La plupart du temps, ils ne sont pas faits de façon appropriée. Quand est-ce qu'on devrait être interpellé? Je pense qu'on devrait pouvoir avoir des interactions avec la police en permanence lorsque quelque chose se passe ou lorsqu'ils font des enquêtes. On pense que la police que les agents de police devraient être en communication avec la collectivité, juste d'être des êtres humains avec des êtres humains. Numéro 7 dit quelles devraient être les obligations d'un agent lorsqu'il vous interpelle. On pense qu'il devrait être poli, qu'il devrait y avoir un respect mutuel, qu'il devrait être clair et précis et qu'il devrait donner les détails pour l'interaction. Et voilà la dernière question que nous avons considérée. Merci. Est-ce qu'on a vu tout le monde là? Ok, merci. Une minute. Merci, je voulais attendre jusqu'à la fin et que tout le monde ait pu donner leur avis. Vous avez parlé de rétention des informations résultant du fichage. À ce sujet, je voulais vous dire que j'ai travaillé à la liberté de l'information pour la police de Peel. Je voudrais seulement dire cela. À partir du 25 septembre 2015, les services de police de Peel doivent rapporter au processus des contrôles de routine par rapport aux détentions d'informations personnelles et les rapports qui sont retenus sur une base indéfinie à moins qu'il y ait des exigences statuaires qui le contreviennent. Donc ce qu'on voit, c'est que les informations retenues par les contrôles de routine sont conservées indéfiniment. Et le lecteur a terminé en disant que la police de Peel conserve les informations de façon indéfinie. D'autres personnes disent que c'est faux, mais la police de Peel a des directives pour effacer qui ont été décrites par les lois de 2005. Donc si vous savez que vous avez une interaction avec la police et qu'il n'y a rien eu, vos informations auraient dû être effacées 1 an après l'événement du fichage. Même si vous avez été convaincu d'une offense, les données doivent être effacées après 5 ans. Donc, ils ne devraient pas conserver cette information
Donc la plupart des informations qui proviennent des contrôles de routine auraient dû être effacées un an après. En 2016, le chief Evans a dit que la police de Peel avait 24 000 documents de contrôle de routine et qu'ils en avaient encore des milliers. Et cela veut dire, quand on dit de les restreindre, c'est-à-dire de les garder de façon permanente. Donc, ce sont dans les banques de données de la police. Moi, j'ai des questions. Je sais que vous n'allez pas y répondre. Mais combien de ces 98 500 informations des contrôles de routine par la police de Peel auraient dû être effacées en fonction de cette table de rétention avec la quel est le détail des contrôles de police de Peel qui sont conservés? Et en plus, pour les personnes, c'est par exemple alors qu'ils commencent à faire des contrôles de fichage de 8, de 9 ans, et ce n'est pas une question non réaliste. Encore une fois, la question la plus difficile, c'est que la liberté de l'information a montré que ce n'est pas 97%, ça veut dire une personne sur 5 qui aurait rapporté à la commission, mais cela veut dire 35%, cela veut dire un rapport sur 3 de contrôle de routine. Aussi, il y a des rapports de contrôle de routine qui devraient être... Je vais essayer d'aller vite. Il y a des risques associés avec la collecte des données, avec des accusations possibles de la discrimination ou des préjugés de la part de la police. Il y a aussi une importance vitale au niveau des groupes où quand il y a les médias et que la police fait leur propre analyse. Et là, c'est une citation. Ils écrivent aussi des lettres dans ces rapports et que ces données raciales vont donner lieu à des mauvaises interprétations par les groupes et dans les médias. Et celui-ci, j'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est l'auteur qui écrit cela. Citation sur une note de côté. Si la police récupère les données, c'est-à-dire qu'elles risquent d'être publiées dans des applications et encore, elles peuvent être mal utilisées et mal interprétées par des groupes et par des médias, surtout par des groupes qui ont des intérêts particuliers. Est-ce que je peux vous demander de terminer? Et pour le rapport, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous lisez, ce document? Ce document, c'est un document de 2014 qui s'appelle Street Check Board Report, rapport des contrôles de routine. C'était au mois d'octobre. Même si c'était le rapport de la commission des contrôles de routine, c'était un rapport pour la police de Peel et le chef Evans et le chef substitut. Il y a encore une autre personne, merci. Vous savez quoi? Pardon. Pour procéder, c'est la 5e de ces consultations. On fait en principe une personne. Donc, c'était 3 personnes pour votre table, si je vous permets de parler, monsieur. Donc, vous n'avez pas encore parlé de tout? Merci. C'est deuxième tour pour cette table. Ensuite, ça suffit. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Dwight Campbell. Je suis seulement un citoyen préoccupé, comme on pourrait dire, dans les West Indies. Je peux parler des contrôles de routine et de l'impact dans ma vie. Je peux vous dire qu'au moins jusqu'à l'âge de 12 à 18 ans, mes amis et moi-même, on marcherait du Y à jouer le basket et on retourne à la maison, on n'embête personne. Et de façon typique, vous auriez ces agents de police qui font leur patrouille et qui nous arrêteraient de façon régulière alors qu'on ne faisait absolument rien. Mais peu importe, toutes ces interactions étaient enregistrées.
Donc maintenant, moi-même ou mes amis, alors qu'on allait à la maison, et soi-disant il y avait des activités suspicieuses et ils vont dire, oh, si quelque chose s'est passé, ils vont dire qu'on était connu par la police. Et on sait bien sûr que cette déclaration est courante. Je crois que quelqu'un a dit quelque chose de bien, c'est qu'il était vraiment important que les officiers de la qu'ils servent la communauté d'où ils proviennent, parce que dans ces cas-là, ils ont vraiment des intérêts. J'ai étudié et j'ai fait mon deuil dans le nord de l'Alabama, alors que la plupart des personnes diraient, si je cite, que c'est un endroit raciste, hein, en disant, mais en étant vraiment honnête, je dois vous dire que je trouve que le Canada est plus raciste que les États-Unis. C'est la raison, c'est qu'en fait, les analogies que je ferais, c'est qu'au niveau les Canada et les États-Unis sont deux alcooliques, en se disant, par exemple, moi je bois 4 bouteilles tous les jours et toi t'en bois 2. Aux États-Unis, au moins, ils ont l'état d'esprit de dire, moi j'ai un problème, je suis raciste. Ils ne le renient pas. Pourtant, au Canada, on vit encore sous ce parapluie naïf de multiculturalisme en disant, au moins, on n'est pas comme les États-Unis. Et en résultat, on n'essaye pas d'améliorer les choses. Donc, la dernière réunion, on était, pardon, c'était où? Ouais, une minute, monsieur. La dernière réunion, il y avait à peu près 2 ans, on parlait un petit peu de même genre de choses et 2 ans, on parle encore de ces choses-là. Ça devient vraiment redondant. Ils n'emploient toujours pas plus de personnes qui reflètent les communautés. Brampton, il y a toujours 2 tiers de minorités visibles, mais les forces de police qu'ils servent ne reflètent pas cela du tout. Et c'est vraiment pathétique quand ils disent qu'on va faire des modifications et qu'ils vont juste dire mettre quelqu'un avec un turban ou sur une équipe et de dire que ça a changé, que c'est la diversité. Ça me rend malade. Je voudrais juste remercier tout le monde au nom de l'équipe. Le juge Tulloch? Juge Tulloch, l'interprète ne peut entendre. L'interprète ne peut entendre. Pardon, je ne vous avais pas vu auparavant, monsieur. C'est bon. Bonsoir à tous. Je suis venu plus tard, donc j'ai pas pu prendre part à toute l'activité qui s'est passée à table, mais je voudrais remercier Victor, mon ami, afin que je vienne je voudrais remercier tout le monde qui a organisé ça. Mon nom est Jay Daman, je suis de Toronto, je travaille dans la collectivité depuis des années en tant qu'artiste, beaucoup de jeunes, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie avec les agents, avec ma famille. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Ce que je souhaiterais ajouter, c'est que cela me sidère et je vois cela depuis des années. Je l'ai vu dans le Toronto Star, je l'ai vu partout. Ça me sidère que nous soyons encore à ce point, en train d'essayer de voir comment on peut rendre ce processus plus joli afin qu'il se poursuive. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand il y a une société démocratique, pas seulement une société démocratique, nous sommes au Canada. Donc avec l'inclusion sociale, anti-oppression, donc on vit de ces valeurs. Donc l'une des raisons principales pour lesquelles nous sommes ici, c'est parce que il y a un groupe démographique de notre société qui a des problèmes, des barrières, des expériences qui ont modifié la vie entière à cause de ce système de fichage. Donc maintenant, si on tient des forums et que ces personnes vous disent « ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas », et que les gens vous disent ça en masse, je pense que c'est la responsabilité du gouvernement pour une meilleure pratique, comme mon ami m'a dit tout à l'heure. Si vous achetez de la merde, vous l'essuyez. Et puis si vous pensez qu'il y a un impact qui ne peut être recréé sous une autre formule pour la police, dans ce cas-là, vous faites un projet pilote. Vous essayez de nouvelles façons de le faire avec un plus petit groupe démographique et de faire un test avec le temps. Mais la plupart des gens disent
débarrassez-nous-en. Pourquoi est-ce qu'on en parle encore? Je ne comprends pas. Et cela vient juste d'un jeune homme qui vient de la rue. Et je le sens et nous le sentons. Et je vois ce qui se passe par rapport aux jeunes qui me parlent. Et j'ai entendu parler aussi par les aînés qui sont passés avant moi. C'est seulement que maintenant, nous sommes à une époque où, de façon globale, les gens se sont éveillés, que ce soit les médias sociaux, etc. Donc, en dernier, pour le gouvernement, faites ce que vous devez faire. Le public a parlé, les collectivités ici qui ont eu des conséquences néfastes par rapport à cela ont parlé. Donc maintenant, la balle est dans votre camp. Voilà ce que je voulais dire. Je voudrais dire quelques mots de fermeture avant que le juge Tulloch termine la soirée. L'équipe n'a pas oublié que d'avoir ces conversations, c'est très difficile, c'est un défi. Et ça peut vraiment être difficile pour les personnes. On veut vraiment le reconnaître et de vous remercier encore une fois d'avoir participé, d'être ici et surtout de vous être impliqué dans cette conversation. Parce que nous savons bien que c'est loin d'être facile. Donc je voulais juste vous rappeler que nos médias sociaux, que les plateformes, que le site web. Et si vous avez beaucoup plus à dire, nous sommes vraiment intéressés et vous pouvez le soumettre, nous l'envoyer en utilisant le site www.streetchecksreview.ca. Encore une fois, vous pouvez aussi encourager les personnes que vous connaissez de participer par ce biais. Si vous allez sur le site web, vous pourrez voir que nous avons d'autres réunions qui vont suivre. Et si vous connaissez des personnes qui sont à Ottawa ou Windsor, etc., si vous voulez les contacter et les encourager, les pousser à faire parler votre voix. Encore une fois, nous ne pouvons pas faire un rapport sur ce que nous n'entendons pas. Donc, encore une fois, c'est vraiment important que vous vous impliquiez, que vous contactiez les gens qui puissent être impliqués. Donc, c'est tout pour moi. Juge Tulloch, un dernier mot? Merci. Je voudrais remercier Kike et vous, mesdames et messieurs, encore une fois, d'être venus ce soir. Merci d'avoir parlé et merci d'avoir partagé avec nous vos pensées, vos expériences. Je voulais juste réitérer que je ne suis pas le gouvernement, encore une fois. Je ne suis pas là au nom de la police non plus. Je suis ici en tant qu'examinateur indépendant. Je suis un juge qui siège à la cour d'appel. Donc, par rapport au règlement que ce gouvernement a mis en place, et en tant que le rapport pour faire de façon exhaustive, nous voulons voir aussi si ce règlement a vraiment la raison pour laquelle il a été mis en place. Je vous entends vraiment très bien et je veux reconnaître chacune de vos expériences. Et comme Kike l'a dit, moi aussi je partage ces sentiments, que je sais qu'il est vraiment difficile pour nombre d'entre vous de nous relater vos expériences. Comme j'ai entendu ce jeune homme qui avait 16 ans, l'impact de ce genre d'interaction ont des effets durables. Et nous savons, et de nombreuses façons, ils ont des conséquences durables, psychologiques et mentales. Et c'est difficile. Et c'est difficile non seulement pour les personnes qui en font l'expérience, mais aussi pour leur famille, leur communauté. Donc je vais y penser, je vais refléter ce point dans le rapport. Je veux encore une fois que vous sachiez que je vous ai très très bien entendu et que nous allons faire du mieux pour que vos messages soient bien reflétés dans le rapport. Et avec cela, nous vous remercions et nous vous disons bonsoir.